dis merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Merci de continuer à aimer, à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau, bien sûr. Partagez nos vidéos le plus que possible. Ici au plateau, nous sommes avec monsieur Emmanuel Ndimwiza. Il est chercheur, enseignant dans des universités. Il est également expert dans la sauvegarde environnementale. Nous sommes avec lui. Bienvenue, monsieur Emmanuel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes avec Emmanuel pour devoir débattre sur ce sommet qui s'est ouvert. Nous sommes à Brazzaville. Aujourd'hui, c'est sur le climat, bien sûr. Il y a un sommet qui commence donc à partir de ce jeudi 26 octobre. Ça va durer 3 jours à Brazzaville. Ce sommet, donc, pendant lequel les chefs de l'État, ou soit les délégations officielles, les institutions internationales, les bailleurs de fonds, ainsi que plusieurs experts dans la question environnementale vont devoir revenir discuter sur la question du bassin, donc de 3 bassins, entre autres, les bassins de l'Amazonie, celui au sud du Congo, mais également celui de Bornéo, Mekong en Asie. C'est pour, comme objectif, voilà, ce sommet a pour objectif de pouvoir continuer à améliorer, voilà, la gouvernance site pour les 3 bassins. Et ici, au plateau, nous sommes avec Emmanuel, comme je vous l'ai présenté. Nous allons devoir revenir sur ce sommet, mais également l'objectif ici, avec lui, notre entretien porte sur la gestion des déchets dans la République démocratique du Congo. Quelle est la situation générale dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo, monsieur Emmanuel? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à WAB-Info. C'est une occasion pour nous de s'adresser aux habitants non seulement de la ville de Goma, non seulement aux habitants de la RDC, mais aussi aux habitants du monde entier. Pourquoi? Parce que, comme on l'a toujours dit, l'environnement n'a pas de frontières. Lorsqu'on pollue, par exemple, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Chine, en RDC, donc c'est la pollution mondiale. Et que donc, lorsqu'on produit des sachets, des déchets partout dans le monde, il n'y a pas de frontières. C'est pourquoi c'est un sujet vraiment intéressant, c'est un sujet d'actualité et ça vaut la peine en fait qu'on puisse en discuter, voir dans quelle mesure du possible on peut sauver notre planète. Si je peux passer un peu en revue par rapport à ce sommet qui se tient à Brazzaville pour réfléchir sur l'avenir même du monde, il faut essayer de dire que ce n'est pas la première fois que les décideurs du monde entier, que ce soit les gouvernements, les acteurs politiques, les experts dans le monde de l'environnement, ce n'est pas la première fois au fait qu'on parvient quand même à décider. Comme vous pouvez le savoir, c'est depuis Rio de Janeiro, depuis les sommets de la Terre, que ce soit à Marrakech, que ce soit les sommets de Paris sur le climat. Tout ça, ce sont des conférences, même à Stockholm, vers les années 1970. Il y a eu des décideurs, il y a eu des gouvernements qui se sont rencontrés pour essayer de décider, pour essayer de voir quel peut être l'avenir du monde, quel peut être l'avenir de la planète au cas où l'environnement est menacé comme aujourd'hui. Et comme vous le savez, moi j'ai toujours dit que lorsque on réfléchit sur des thématiques pareilles, il faut arriver à s'inscrire toujours dans cette logique du développement durable. Par exemple, l'environnement, l'économie et le social. Est-ce que lorsque ces gens se rencontrent, ils réfléchissent réellement en fonction de comment est-ce qu'on peut concilier ces différentes thématiques? Oui, on peut dire qu'il faut exploiter, parce que les économistes vont te dire qu'il faut exploiter par exemple le pétrole, il faut exploiter les forêts, les lacs et le reste, parce qu'on va gagner de l'argent. Et puis l'environnementaliste va te dire, si vous touchez à l'environnement, vous serez en train de toucher aussi à l'homme. Mais en même temps, le social aussi te demande. Il faut créer, par exemple, des emplois, il faut arriver à construire des infrastructures, il faut arriver aussi à militer contre les inégalités, les injustices. Il faut que les travailleurs puissent toucher quand même quelque chose. C'est pourquoi moi, je pense que cette thématique, c'est vraiment une thématique très intéressante. C'est un sujet d'actualité et qui touche au fait la vie, le cœur de tout un chacun. Il y a une question, Emmanuel. Il y a l'objectif pour ces sommets, c'est la gouvernance site-site. Pour dire qu'après beaucoup de sommets qui se sont déjà tenus par rapport au changement climatique, on constate que le pays du site ne bénéficie pas toujours, comme il ne cesse de le décrier, du crédit carbone ou soit des mesures d'accompagnement par rapport aux pays pollueurs. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci, les pays du site vont devoir tenir debout ou soit faire face à ce pays du Nord qui continue à polluer plus la nature? Merci beaucoup. Moi, là, je ne veux pas dire comme un activiste, ni comme un politique,
mais plutôt, je vais dire, comme analyste. Lorsque ces décideurs politiques nous disent que les pays du Sud ne bénéficient pas de subventions ici de ce que nous sommes en train de compenser en termes de climat, mais il fallait qu'ils nous disent combien ils nous donnent, combien d'argent nous recevons en termes de crédits carbone. Par exemple, lorsque vous voyez le Brésil, on a haussé même le mètre cube de carbone, mais nous, quel a été notre cahier de charges? Et lorsque ces décideurs se présentent à ces différents sommets sur le climat, ils y partent en ordre dispersé. Il n'y a aucun cahier de charges commun pour l'Afrique pour dire, OK, lorsque nous serons à ces sommets, voici notre cahier de charges que nous allons présenter. Mais aussi, moi je suis en train de décrire, d'ailleurs j'étais en train de discuter avec un ami, disant que Parc national de Virunga, par exemple, c'est un patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. Ouais. Mais est-ce que l'UNESCO a un patrimoine en RDC ou bien c'est un parc national des citoyens congolais? Qu'est-ce que nous y gagnons? On nous dit de protéger, mais lorsqu'on chasse les gens dans leurs concessions, lorsqu'on dit aux gens de ne pas cultiver, lorsqu'on dit on ne veut pas par exemple protéger les citoyens, mais on veut protéger les animaux, ça c'est vraiment une aberration. Lorsqu'on tue les gens autour de Virunga, juste pour protéger les animaux, protéger les arbres et le reste. Moi, je pense qu'il serait plutôt important de se dire, est-ce qu'en protégeant, est-ce qu'en cédant, est-ce qu'en disant que nous allons protéger ces bassins du Congo, est-ce que la population, les riverains, les communautés locales, les communautés riveraines seront vraiment en première position en termes de bénéfices? Est-ce qu'on va construire des écoles? Combien, par exemple, d'écoles on va construire? Est-ce qu'on va créer d'emplois? Combien d'emplois, par exemple, on va créer? Est-ce qu'on va construire les structures sanitaires? Combien et pour combien de citoyens? Sinon, si on va passer de sommet en sommet, on va continuer de gaspiller de milliers d'argent dans ces sommets, mais sur le plan local, on ne sent pas vraiment que nous avons un changement social. Ouais. Revenons maintenant à notre sujet, Emmanuel. C'est comment ça se fait, la gestion des déchets plastiques sur le plan mondial, surtout chez nous, en République démocratique du Congo, et plus précisément dans la ville de Goma. C'est comment la situation d'une façon générale, la gestion des déchets plastiques? Voilà. En ce qui concerne les déchets plastiques, spécialement parce qu'il y a plusieurs sortes de déchets. Il y a par exemple des déchets ménagers, il y a des déchets industriels, il y a des déchets agricoles, il y a des déchets organiques. Nous allons beaucoup plus nous concentrer sur des déchets plastiques. Et lorsque vous voyez par exemple sur le plan planétaire, le monde aujourd'hui, l'humanité aujourd'hui produit plus de 430 millions de tonnes de plastique, et cela chaque année. Donc vous allez voir cette ampleur, vous allez voir comment est-ce qu'aujourd'hui le plastique constitue d'ailleurs une menace pour l'humanité. Pourquoi? Parce que les terminus de plastique, lorsque vous produisez le plastique, de bouteilles, de sachets et le reste, si vous placez cette bouteille sur la chaîne d'Himalaya, cette bouteille aura comme terminus dans les océans, dans les lacs, dans les mers, dans les fleuves, dans les rivières et le reste. Pourquoi? Parce que par effet des érosions, même si ce plastique est placé sur cette chaîne d'Himalaya, son terminus, au fait, c'est dans l'océan. Ce ne sont pas dégradables. Ce ne sont pas dégradables. Et vous allez voir que sur le plan, par exemple, planète, on a eu à générer autour de 1,8 milliard de tonnes d'émissions, par exemple, de gaz à effet de serre, liées à quoi? Liées à ces déchets plastiques. Et en termes de durée de vie, vous allez voir que les déchets plastiques, surtout des bouteilles, les bouteilles ont une durée de vie de plus de 400 ans. Une bouteille plastique. Ça se fait plus de 4 siècles que cette bouteille plastique est en vie. Imaginez-vous si toutes ces bouteilles plastiques que nous sommes en train de produire, d'utiliser, nous jetons en désordre, si tous ces plastiques pouvaient avoir comme terminus le lac Kivu, vous allez voir que ça va impacter énormément sur l'environnement, sur la biodiversité des eaux de lac Kivu. Par exemple, en termes de maternité, là où, par exemple, les poissons essaient de se reproduire, et
vous allez voir que ces déchets vont impacter énormément Donc ça impacte déjà parce qu'il y a toute une cargaison de déchets en plastique sur les lacs Kivu, surtout quand il a plu, nous les constatons souvent. Exact. Il y a déjà un impact énorme. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, des plastiques sont beaucoup plus concentrés. Il n'y a pas, par exemple, d'arbres qui poussent. Il n'y a pas aussi de poissons qui viennent. Il n'y a pas de développement de la biodiversité. Exact. Alors, en ce qui concerne la RDC, est-ce que Kinshasa a développé une politique environnementale pouvant permettre, est-ce qu'on puisse diminuer, si pas diminuer, chercher à traiter les déchets plastiques? En ce qui concerne des politiques de gestion des déchets plastiques, c'est vrai, nous avons des textes. Nous avons des textes déjà écrits parce que même dans la Constitution, il y a deux lois depuis qu'on a essayé de produire. Mais en ce qui concerne des politiques, parce que la politique, là, ça fait allusion, par exemple, aux stratégies pour lutter, pour arriver à gérer les déchets plastiques. Les stratégies, en tout cas, nous n'en avons pas. Nous avons des textes bien embellis, nous avons, mais en termes de stratégie, en tout cas Kinshasa, tout comme la ville de Goma, la province du Nord Kivu, n'a pas encore développé des stratégies pour arriver à lutter contre les déchets plastiques. Et d'ailleurs, en 2021, je crois que c'était les commissaires principaux qui étaient maires de la ville, d'ailleurs, avaient produit un communiqué disant qu'on ne veut plus l'usage ni la commercialisation des déchets plastiques, qu'on veut beaucoup plus de déchets biodégradables, mais malheureusement, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on voit quand même les plastiques circuler partout. On voit des maisons. Excusez-moi, est-ce que le fait pour les autorités de dire que non, ils interdisent l'utilisation de plastique sans de mesures pouvant accompagner les remplacements des plastiques, n'est-ce pas un paradoxe de la part des autorités? C'est un paradoxe, mais moi j'appelle ça un théâtre. Parce que je ne vois pas un père de famille qui fixe des règles déjà dans sa maison et que lui-même ne parvient pas quand même à asseoir son autorité, son pouvoir. Ça, c'est juste un petit théâtre. On voulait juste embellir, on voulait juste satisfaire les écologistes, les gens qui militent pour la promotion de l'environnement. Mais au fond, c'est vraiment un petit papier qui n'a aucune valeur juridique même. Pourquoi? Parce que si ces papiers avaient une valeur juridique, ça signifie on pouvait facilement traduire les auteurs, donc le producteur, par exemple, de bouteilles en justice. Mais malheureusement, vous allez voir que dans tout le marché, par exemple, lorsque vous faites la cartographie des déchets plastiques, si vous entrez ici au niveau de marché à l'année, vous allez voir il y a un tas vraiment de plastique. Lorsque vous rendez dans le marché Kaemba, que ce soit Virunga, vous allez voir que ce sont des déchets plastiques. Mais le plastique à Goma par rapport à Kinshasa, ce n'est pas en grande quantité. Il n'y a pas beaucoup de tas de plastique par rapport à Kinshasa. Bon, par rapport à Kinshasa, là aussi, il faut voir en termes aussi de la... Si 15 millions d'habitants pouvaient utiliser chaque jour le plastique, ça signifie 15 millions de plastiques qu'on peut produire par jour. Mais la ville de Goma aujourd'hui ne compte qu'à peu près 2 millions d'habitants. Mais aussi, au-delà de cette démographie, il y a aussi la conscience, il y a aussi la culture, il y a aussi l'éducation. Moi, je vous dis, au moins encore à Goma, on essaie de souffler parce que vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes qui militent contre les déchets plastiques, qui chaque jour, ils sont sur les artères de la ville. Et c'est là d'ailleurs l'introduction de l'avant-dernière question. Vous êtes activiste dans le monde environnemental. Vous êtes toujours arrangé pour ramasser, je ne sais pas, des plastiques chaque vendredi. C'est une routine chez vous. Vous ramassez toujours des plastiques. Comment vous les faites après? Ou soit qui vous motive, ou soit c'est une conscience collective. Ça vient de qui? Quelle est votre motivation? En fait, la première motivation, c'est que... Je rappelle que votre organisation, CEDEC, organisation, voilà. Oui, la première motivation au niveau des droits, environnement et citoyenneté, c'est d'abord l'éducation. Pourquoi? Parce que nous avons fait un constat selon lequel le monde aujourd'hui, depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, on est déjà à 6 milliards de tonnes déjà accumulées comme plastique déjà produit.
Alors, si nous restons dans cette inconscience, si nous ne parvenons pas, par exemple, à gérer, à prendre conscience, à mettre dans la communauté cette culture de gérer les déchets plastiques, ça signifie que le monde est en train de partir à l'envers. C'est pourquoi nous, au niveau de notre organisation, nous avons dit il faut mettre en place d'abord un cadre d'échange et de dialogue interactif pour arriver à asseoir l'éducation relative à l'environnement. Et dans cette éducation relative à l'environnement, c'est pour arriver à échanger, par exemple, les expériences, les compétences, arriver à échanger les comportements, l'éthique même environnementale. Pourquoi? Parce que le respect de l'environnement, c'est pas vraiment lié aux lois, aux textes, à la justice, non, mais c'est lié beaucoup plus à la conscience, c'est lié beaucoup plus à la culture. Comment est-ce que nous gérons nos déchets plastiques, par exemple, au quotidien? Il y a des gens qui n'ont pas cette culture, cette conscience, que lorsque ils terminent à utiliser le bouteille et le plastique, ils jettent partout. C'est pourquoi dans la ville de Goma, vous allez voir des bouteilles plastiques qui pullulent partout sur des artères. Dans des Une question, il y a quand même la mairie de Goma qui avait installé des poubelles publiques, même ici à Goma, à Bukavu, je ne sais pas, à Lubumbashi, même à Kinshasa, il y a des poubelles publiques, mais les gens ne comprennent pas réellement qu'ils doivent utiliser ces poubelles. Qu'est-ce qui arrive? C'est un problème d'éducation à la citoyenneté, un problème de sensibilisation, où il y a seulement cette mauvaise volonté de la part de la population? Oh, voilà. Lorsque vous dites qu'on a installé des poubelles publiques, ça c'est installer, c'est une chose. Mais avoir aussi des lieux de décharge de ces poubelles publiques, ça c'est une autre. Lorsque ces poubelles publiques sont remplies, quel est le mécanisme, par exemple, de vider ces poubelles publiques? Et lorsqu'on vide ces poubelles publiques, où est-ce qu'on jette les déchets plastiques, les déchets ménagers et le reste? Et puis, lorsque vous installez des poubelles publiques, ça constitue déjà, je dirais, des dépotoirs même pour le ménage. Les gens qui, après avoir utilisé leurs déchets dans leur ménage, que ce soit plastique ou déchets ménagers, ils viennent jeter aussi dans des poubelles publiques. Or, ces poubelles publiques qu'on installait dans la ville, c'était juste pour les passants. Par exemple, les gens qui boivent un peu de l'eau, qui utilisent des bonbons, tout ça. Et ça, c'est beaucoup plus une culture, une conscience. La première des choses, c'est d'arriver d'abord à sensibiliser les gens comment on utilise les poubelles publiques. Et après, il faut que les autorités aussi arrivent à comprendre qu'elles doivent avoir des lieux de décharge de ces poubelles publiques. Lorsque vous entrez, par exemple, au niveau des maisons de télécommunications qui utilisent des cartes SIM, il faut demander toutes ces maisons de télécommunications jettent où? Comment est-ce qu'ils gèrent, par exemple, leurs déchets plastiques là et le reste? Mais nous pensons que les déchets, par exemple, qui détruisent l'environnement, ce sont des bouteilles seulement que nous utilisons pour boire de l'eau. Il faut voir aussi, par exemple, les maisons de télécommunications, elles utilisent aussi des cartes SIM, mais qui sont plastiques. Et ces cartes SIM, moi, je vous dis, ces trucs, ces déchets, font facilement plus de 500 ans avant leur décomposition. Mais comment est-ce qu'elles gèrent? Moi, je pense qu'il faut faire beaucoup plus appel à cette culture, à cette conscience. Il faut intensifier toutes ces campagnes, par exemple, d'éducation relative à l'environnement, par exemple, comme nous le faisons maintenant là. Je m'imagine que WAB-Info est plus suivi non seulement en RDC, en Afrique, mais c'est dans le monde entier. Ça, c'est une séance d'éducation relative à l'environnement que nous sommes en train de faire. Ça, c'est faire appel, par exemple, à la conscience des gens, qu'elles comprennent exactement que le plastique, le bouteille, les sachets constituent au fait une menace pour l'environnement, constituent une menace aussi pour la vie de l'homme, parce que l'homme et l'environnement sont des réalités intimement liées. Et lorsqu'on touche à l'homme, on touche à l'environnement. Et lorsqu'on touche à l'environnement, on touche aussi à l'homme. Revenons un peu sur, parce que nous sommes en train de chiter avec notre entretien, je sais pas, les bouteilles, pour ce qui est des decks, quand vous ramassez les bouteilles, qu'est-ce que vous les faites? Voilà. Vous avez un mécanisme de traitement de plastique? Jusque-là, on n'a pas un mécanisme de traitement de plastique. Nous sommes en train de faire un stockage parce que nous avons des étapes. La première étape, c'est ramassage. Deuxième étape, c'est le stockage. Et la troisième étape, ça sera le recyclage même de ces déchets plastiques. C'est vrai, on voit dans la ville de Goma, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans la transformation, par exemple, des déchets plastiques en pavés et le reste, mais transformer aussi les déchets plastiques en pavés, c'est pas aussi une solution, en tout cas, qui est durable à 100%.
Parce que Mais c'est plus ou moins. Oui, c'est plus ou moins parce que on va ramasser partout dans la ville sera assainie, la ville sera propre et on va aussi essayer de réutiliser ces déchets plastiques. Ouais. Mais c'est pas vraiment une solution à 100% et nous sommes en train de nous impliquer pour voir comment est-ce que droit, environnement et citoyenneté peut arriver quand même à mettre en place une solution efficace dans le cadre là, de la gestion des déchets plastiques, sans pour autant oublier que dans le milieu des tonnes de plastique qu'on produit dans le monde, en tout cas leur terminus, c'est toujours dans les lacs. Or, lorsqu'on détruit les océans, on détruit les rivières, les lacs, on est en train de détruire la vie de l'homme. Biodiversité. Ouais. Et dès qu'organisation, votre campagne, c'est chaque vendredi, chaque jeudi? Non, notre campagne s'appelle Vendredi sans plastique. Et les gens parviennent quand même à adhérer à votre philosophie, à votre campagne? Exact. Il y a beaucoup de gens actuellement qui adhèrent à cette philosophie, même s'ils ne sont pas membres de DEC, droit, environnement et citoyenneté. C'est un bénévolat? C'est vraiment bénévole parce que nous voulons en tout cas lutter contre le plastique. Et lorsque nous voulons protéger l'environnement, nous voulons protéger la planète, c'est pas question qu'on soit payé. On laisse le paiement, par exemple, à ces gens qui passent leur journée dans des conférences comme on va le faire au niveau du bassin, donc à Brazzaville. Mais nous, on s'intéresse beaucoup plus à notre cadre de vie. On voit comment est-ce qu'on peut sauver l'humanité et le reste. Et il faut combien de jeunes pour devoir couvrir, vous parvenez, pardon, à couvrir toute la ville de Goma, ou soit vous vous limitez à certains de ces quartiers? C'est pas qu'on se limite dans certains des quartiers, mais on fait au fait des quartiers en fonction d'un horaire déjà tracé. Tantôt on peut être dans Kassika, tout comme on peut être dans d'autres quartiers de la ville de Goma. L'important Donc est que... c'est par choix opposé. Ouais, exact. Voilà, c'est tout un plaisir de vous avoir ici sur Web Télévision dans Entretien, Monsieur Emmanuel. C'est un plaisir, monsieur le journaliste. Voilà, merci infiniment, merci de continuer à partager nos vidéos. Nous étions avec Emmanuel, il est, je rappelle, chercheur, il est expert dans la sauvegarde environnementale, mais également il est enseignant dans plusieurs universités de la ville de Goma, mais également activiste des droits humains. Merci de continuer à aimer, à partager et liker, mais également de vous abonner si vous êtes nouveau à notre chaîne. Merci, à la prochaine.